Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR, chaîne sur laquelle on pense le jeu de rôle pour vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales. Alors, vous vous demandez sans doute si je suis sérieux, ou est-ce que c'est un troll? Et si c'est un troll, est-il quantique? Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur le troll quantique. En d'autres termes, est-ce que je suis sérieux lorsque je dis qu'il faut scripter vos parties? Alors attention, on va rentrer dans la controverse, la vraie. Mais peut-être pas au point que vous le craignez, encore que vous serez seul juge. On entend souvent que scripter ses parties en jeu de rôle, c'est mal. On entend souvent que scripter ses parties en jeu de rôle, c'est l'ennemi de la sacro-sainte agentivité des joueurs, ou plutôt de leur libre arbitre, comme j'aime plutôt à l'appeler. Je vais être honnête avec vous, je pense au contraire que c'est l'absence totale de script qui est le vrai ennemi de l'agentivité des joueurs, parce que cette absence est l'accoucheuse du vide, et le fameux partage narratif, petite pique gratuite, est souvent vu comme l'unique outil ou l'unique vecteur d'agentivité des joueurs, alors qu'à mon avis, il est simplement le raccourci le plus facile. C'est bien plus dur, en tout cas en apparence, de générer de l'agentivité en contraignant les joueurs au sein de leur personnage et de ses capacités d'action et d'influence, que de donner des pouvoirs de MJ aux joueurs pour générer un semblant de liberté. Cette petite pique est en fait pique cordiale, je vais l'évacuer parce que c'est tout de même pas le sujet principal de la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est le sujet de la vidéo? Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer pourquoi scripter ces parties, ou au moins certains aspects et de certaines manières, peut constituer l'un de vos meilleurs outils pour proposer une expérience narrative personnelle et viscérale, ce qui est quand même la devise de la chaîne. Et tout ça sans retirer la sacro-sainte agentivité des joueurs ou leur libre arbitre. Et je dirais même plus, je pense que cela servira, ce sera un formidable outil pour exacerber cette liberté du joueur et l'impact qu'ils peuvent avoir ou que leurs décisions peuvent avoir sur une partie. J'essaierai aussi, je dis bien j'essaierai parce qu'il ne faut pas que j'oublie, de mettre en exergue les pièges à éviter, pièges qui nous font souvent penser que scripter nos parties est forcément une mauvaise chose. Alors attention, je vous préviens, ça va être une vidéo longue, je ne sais même pas combien de temps ça va durer, on verra bien. Découvrons ensemble. D'abord, il faudrait comprendre ou définir ensemble ce que signifie scripter ses parties. Alors chacun va avoir sa définition, je vais vous demander bien sûr de ne pas me reprendre sur la sémantique, je vais essayer de vous expliquer ce que moi j'entends par là, et il faudra bien entendu prendre en compte la définition que j'en donne pour comprendre ensuite ce que je dis derrière. On n'est pas dans un débat sémantique. Si scripter ses parties, c'est écrire en avance toute l'histoire telle qu'elle se déroulera dans la session, action des personnages joueurs incluses, avec une seule voie possible, alors oui, scripter ses parties, c'est mal. Point final. Pas besoin d'aller plus loin. On ne doit pas faire ça parce que, au-delà du terme agentivité ou libre arbitre, cela cause le plus gros problème qui puisse exister, à mon avis, en jeu de rôle, c'est retirer l'impact des choix et des décisions des joueurs. Je dis souvent, dans ma vision du jeu de rôle, que l'élément le plus important en jeu de rôle, c'est même pas l'interprétation ou le jeu de rôle lui-même, finalement, c'est la prise de décision. Donc, les décisions doivent avoir un impact. Si le fait de scripter vos parties revient à justement enrayer l'impact que les décisions des joueurs peuvent avoir, alors il ne faut pas scripter ces parties, point final. Par conséquent, avant même d'approfondir, on peut dire que tout script qui peut à minima être considéré comme envisageable doit toujours permettre que les décisions et les choix des personnages impactent le déroulement de l'histoire. Ça, c'est un fait acquis à mon avis. On pourrait même conclure que tout script qui permet encore ceci n'est pas par essence un mauvais script. Mais on va quand même approfondir pour aller dans plus de détails, bien entendu. Alors, si le fait de scripter, ce n'est pas prévoir à l'avance le déroulement de l'histoire, qu'est-ce que c'est en réalité scripter? Alors, vous allez me dire, dans un script de scénario ou de film, si on prévoit forcément, essayons un petit peu d'arranger les définitions pour qu'elles collent au jeu de rôle. C'est un peu comme le terme scénario, on me dit souvent, scénario, non, c'est le scénario d'un film, donc ça peut pas aller dans un jeu de rôle parce que c'est pas prédéterminé. Un scénario de jeu de rôle, c'est quand même pas la même chose qu'un scénario de film. On peut utiliser un même terme et avoir des définitions légèrement différentes en fonction du loisir à laquelle cette définition est liée. Donc on va essayer de se permettre cette marge d'erreur également avec le terme script, bien entendu. Donc, même les plus fervents détracteurs du fait de scripter, en réalité, script. Eh oui, je suis désolé de vous le dire, mais même si vous improvisez en cours de jeu, et je pense que tout le monde le fait plus ou moins, si vous injectez un élément perturbateur, l'attaque d'un groupe de brigands par exemple, l'action d'un PNJ, peu importe, vous scriptez.
vous décrivez quelque chose qui se passe en dehors du contrôle direct des joueurs, c'est un script. Même si vous faites appel à une table aléatoire, je vous vise, vous qui adorez les tables aléatoires, en réalité c'est un script. Simplement c'est un script que vous avez délégué à quelqu'un d'autre, à savoir ici l'auteur de la table aléatoire. Vous avez fait rouler les dés, mais vous allez appliquer un script, même si celui-ci est aléatoirement déterminé. Donc tout le monde scripte en jeu de rôle d'une certaine manière. Dès que vous mettez quelque chose en scène, et d'ailleurs je ne comprendrai jamais, si je peux me permettre, ceux qui sont contre le terme de mise en scène en jeu de rôle, je pense que ça apporte énormément, et non, ça ne rime pas avec dirigisme, mais bon, évacuons, c'est encore pas le sujet du jour, vous pouvez juste pas m'en empêcher. C'est un script, dès qu'il y a une mise en scène, dès que vous arrangez quelque chose, presque dès que vous décrivez ou vous injectez un élément qui n'est pas directement lié à l'action d'un joueur, eh bien vous scriptez. Et en jeu de rôle, tout ne doit pas découler de l'action des joueurs. Quand je dis ça, souvent les gens pensent « Ah, donc tu penses que les joueurs n'ont pas d'impact ?» Si, il faut que plein de choses découlent de leurs actions, mais pour qu'on propose un monde vivant, ce qui est souvent l'objectif ultime des tenants du bac à sable, il faut bien qu'il y ait des choses qui se produisent qui ne sont pas entre les mains des joueurs, sinon le monde n'est pas vivant en dehors d'eux. Et dès que vous faites ça, c'est une forme de script. Que vous imaginiez le script maintenant ou que vous l'ayez préparé en amont, c'est la même chose. Bon, tout cela étant dit, on ne va pas faire l'autruche. Souvent, le script qui est dénoncé, qui est critiqué, c'est celui qui est préparé en amont par le MJ. Il y a toujours cette notion de préparation pour, on va dire, envoyer une mauvaise image à ce qu'est le script des parties. C'est celui qui est préparé avec des déroulements, avec un enchaînement de séquences, un discours, un dialogue, une scène. Bref, on reproche à ce type de préparation de prévoir et donc de forcer un déroulement indépendamment des décisions des joueurs. Je vais donc prendre chacun de ces types de scripts que j'ai énoncés, peut-être d'autres, je ne sais plus exactement ce que je viens de dire en réalité, et je vais vous montrer en quoi ces différents types de scripts peuvent être extrêmement utiles, y compris, je l'ai dit, pour booster, exacerber l'agentivité et le libre arbitre des joueurs. Je donnerai des exemples, je vais les décortiquer et je renverrai même vers des exemples de parties de jeux de rôle. Commençons donc par le premier sujet, le premier exemple. Scripter un ensemble de séquences ouvertes. Vous allez comprendre ce que ça veut dire, bien entendu. On dit souvent que préparer un enchaînement de séquences ou de situations, c'est scripté, et donc c'est mal. Alors, oui, c'est déjà peut-être scripté, mais c'est pas forcément mal, et je vais vous donner un exemple. Il faut aussi comprendre que dans le terme scripté, il y a un degré à prendre en compte. Qu'est-ce qu'on scripte? Est-ce qu'on scripte tout? Est-ce qu'on scripte une partie? Comme je l'ai dit en amont, en introduction, c'est déjà pas la même chose. Vous allez scripter une séquence, ça ne veut pas dire que vous scriptez absolument tout. Donc prenons un exemple. Exemple bien sûr concret et vécu, en l'occurrence de ma campagne actuelle. Et je vais décortiquer ce long exemple, je pense que ça sera plus parlant que tout le reste. Si vos personnages joueurs décident de traverser une forêt pour aller d'un point A à un point B, et que vous arrêtez votre session sur cette décision, c'est-à-dire qu'on ne va pas jouer le voyage tout de suite, eh bien vous allez pouvoir préparer en fonction de cette décision. Ils ont décidé d'aller là-bas, vous allez pouvoir préparer. Il n'y a rien de mal pour l'instant, vous rebondissez sur une décision des joueurs, donc vous ne cassez pas leur agentivité. Vous la reniez pas, vous rebondissez sur cette décision pour ensuite préparer et produire du jeu. Parce que je pense que toute préparation doit avoir comme objectif principal de produire du jeu et donc des sources de décision pour les joueurs. On en revient toujours à ça. Ceux qui disent que le narratif c'est l'anti-jeu, justement ne comprennent pas en tout cas le narratif tel que moi je le perçois. Or, si ces personnages joueurs ou ces joueurs n'ont aucune connaissance sur la forêt qu'ils vont traverser, ils n'ont pas de point de référence, ils n'y sont pas encore allés, c'est juste une forêt, pour eux c'est juste un obstacle à traverser, eh bien leur unique référence, c'est le point B, c'est-à-dire la destination. Ils ne sont donc pas en mesure de prendre des décisions pendant la traversée si rien ne se met en travers de leur chemin, des défis ou des éléments perturbateurs. Je répète, pour eux, c'est juste une zone à traverser. Donc, en gros, la seule option viable pour eux, en termes de décision dans la traversée, si on ne scripte rien, si on ne prépare rien, c'est de ne pas jouer le trajet et d'arriver directement au point B, ce qui est d'ailleurs absolument acceptable. Mais si vous voulez qu'on joue la traversée parce que vous voulez jouer la difficulté, l'environnement hostile, voire même utiliser cette traversée
pour exposer les joueurs à des connaissances dont ils ont besoin de manière interactive, va bien falloir la jouer, il va bien falloir que l'action ou les défis ou les éléments perturbateurs arrivent à eux, sans qu'ils aient eux-mêmes généré quoi que ce soit. Par conséquent, il faut bien du script. Et plus vous allez préparer en amont, plus vous allez pouvoir rendre ce script efficace et même créer des séquences ouvertes où ils vont pouvoir prendre des décisions. Et je vais donc poursuivre cet exemple pour vous montrer qu'on peut stimuler l'agentivité des joueurs, créer du jeu, des choix pendant cette traversée. Il faut donc préparer des choses. J'avais donc divisé cette traversée en plusieurs étapes, parce que c'est l'exemple qu'on est en train d'étudier actuellement. Des étapes prédéterminées, chronologiquement déterminées, c'est donc un script. Ce sont les phases de jeu qui sont déterminées, pas forcément la manière, d'ailleurs même pas du tout, la manière dont elles vont se dérouler. Étape 1. Un marchand leur demande de l'aide sur le chemin, parce que son chariot va s'enfoncer dans le marécage un peu plus loin dans la forêt. Première décision, c'est est-ce que c'est un piège tendu par des brigands ou est-ce que c'est vrai? Ils peuvent très bien décider d'ignorer ça complètement. Aucun problème. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ignorer le problème ne leur reviendra pas dans la tronche plus tard d'une manière négative ou positive d'ailleurs, pourquoi pas, peu importe en réalité. Évidemment, je savais déjà à ce moment-là ce que ça pouvait générer, mais vous n'êtes pas obligé, lorsqu'on ignore un problème, de le renvoyer dans la tronche des joueurs plus tard. Ce n'est pas systématique, on n'est pas obligé de pénaliser les joueurs d'ignorer quelque chose. Parfois, ils ont raison d'ignorer une accroche, si c'était des brigands par exemple. Il se trouve que ce n'était pas des brigands. Donc, premier choix, vont-ils s'arrêter? S'ils y vont, ils vont donc dans la forêt, ils vont répondre à la demande à l'aide, ils vont constater que le chariot est en train de s'enfoncer dans un marécage, car il est enlisé, il est tiré par des chevaux qui commencent à fatiguer, ça veut dire que lorsque les chevaux seront complètement fatigués, ils ne pourront plus tirer et le chariot va s'enfoncer. Donc là, on a en plus, dans ce script, d'une certaine manière de situation, on a un compte à rebours, d'une certaine manière, qui va ajouter de la tension. Et ça va exacerber l'impact de la scène. Comment ils vont faire pour aider? Déjà, est-ce qu'ils décident, une fois qu'ils ont vu ça, d'aider? Si oui, comment vont-ils faire? La situation s'ouvre. Il se trouve que j'avais un personnage joueur qui est ingénieur, et j'en avais d'autres qui connaissaient un peu la nature, tout ça. Enfin bref, on met en exergue les compétences des différents joueurs, et on les laisse avec ça. Débrouillez-vous, que faites-vous? Évidemment, dans la préparation, dans l'élaboration de ce script d'une certaine manière, on peut anticiper les actions des joueurs. Et oui, anticiper, c'est bien. Non anticiper, ce n'est pas obligé. C'est pas forcer le joueur à rentrer dans des cases ou dans des voies que vous avez prévues. Ça permet d'anticiper, tout simplement, et d'être préparé au cas où. Et même s'ils font quelque chose qui est complètement en dehors des clous de ce que vous avez anticipé, souvent les éléments que vous avez anticipés vont vous aider à improviser sur cette voie qu'ils ont choisie qui est quelque peu différente. Donc ça servira de toute façon. Si les joueurs veulent construire un système mécanique pour tirer le chariot et aider les chevaux, eh bien, ils pourront avoir besoin d'explorer les alentours. Et donc, d'explorer tout simplement, je ne vais pas me répéter. Et là, ils pourraient découvrir des traces de rôdeurs d'un clan, dont on ne sait pas, un clan local, qui n'est pas forcément hostile d'ailleurs, mais ils peuvent découvrir ça, des traces fraîches. Sont-ils observés? Sont-ils suivis? Ça peut leur mettre quelque chose dans la tête. Ou pas. Ils peuvent ne pas trouver ces traces en fonction de ce qu'ils font. Tout ça n'est pas prédéterminé, mais vous avez scripté cette possibilité d'une certaine manière. Ça annonce peut-être quelque chose. Donc c'est un script, j'en conviens, je l'assume, certains diront bah non, c'est pas un script, si, c'est quand même un script, mais cela n'entrave aucune décision. Au contraire, cela en génère, ça complexifie à chaque fois une situation et cela multiplie les décisions possibles et les variables, et donc l'agentivité. La marchandise maintenant, qu'ils sont en train d'essayer de sauver, est-ce qu'elle va être perdue? Est-ce qu'ils vont réussir à la sauver ou pas? Déjà, ça c'est aussi une incidence, et ça, je n'en sais absolument rien. Ce n'est pas parce que c'est scripté, en partie, que je sais et que nous savons exactement comment ça va se terminer. C'est pour ça que j'ai appelé ces séquences, donc là on est sur une première séquence phase 1 du voyage, ouverte. La séquence, l'intervention de la séquence, elle est planifiée, mais on ne sait pas comment elle va se dérouler. De plus, là on détermine à l'issue de ce défi que la nuit va tomber. Quoi qu'il arrive, on a scripté une fois que ce défi sera fini ou qu'ils l'auront ignoré, quelques heures plus tard, la nuit va tomber. Ah, incroyable, j'ai scripté la tombée de la nuit, c'est fantastique. Et donc, ils vont devoir monter le camp, et là, déjà, la façon dont ils montent le camp va dépendre, parce que s'ils ont aidé les marchands, qui sont en fait des contrebandiers, eh bien, ils vont potentiellement monter le camp avec eux. En tout cas, ils vont leur proposer. Ils ne sont pas obligés d'accepter. Encore un choix. S'ils sont tout seuls parce qu'ils n'ont pas choisi d'aider,
bah, ils seront tout seuls quoi qu'il arrive. Donc là, il y a encore une variable, on peut changer les choses. Et puis, peut-être vont-ils, s'ils ont vu les traces, préparer des pièges à bruit. Alors, je n'avais pas du tout anticipé, hein. Là je vous le dis, c'est mes joueurs qui ont eu cette idée, je n'y avais pas du tout pensé, mais comme ils avaient trouvé les traces, ils ont pensé à préparer des pièges à bruit au cas où, et ils ont renforcé la garde parce qu'ils se sont dit on est en danger. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, et ces pièges à bruit ont eu un impact sur la phase 2 qui va intervenir, qui est scriptée. Quoi qu'il arrive, cette phase 2 va arriver, enfin quoi qu'il arrive. Ne soyons pas enfermés, hein. Si vraiment un truc change complètement la donne, bien entendu, il ne faut pas être marié à son script, hein. Ça, c'est un point extrêmement important. Mais en tout cas, la deuxième partie, la deuxième séquence, c'est la fameuse attaque de ce clan hostile. Et il se trouve qu'il est hostile. Et vous voyez, la décision des joueurs d'avoir fait des pièges à bruit va avoir un impact immédiat sur le déroulement de la séquence numéro 2. De la même manière, s'ils ont monté le camp avec les contrebandiers, ils seront plus nombreux pour encaisser l'attaque du clan. Ils sont moins isolés. S'ils avaient été séparés, peut-être qu'ils auraient entendu les contrebandiers un peu plus loin se faire attaquer, peut-être qu'ils seraient venus en renfort, ou pas, ou que sais-je. Tout ça est laissé au hasard, ou en tout cas aux décisions des joueurs. Et donc ça me mène à un point important que je réitérerai sans doute un peu après. C'est ok, c'est tout à fait acceptable, et même très utile, comme j'essaie de le montrer, de scripter des séquences, mais attention, il faut que chaque séquence puisse avoir un impact sur celle qui suit. Ce n'est pas parce que les séquences en tant que telles sont scriptées qu'elles doivent intervenir d'une manière prédéfinie, quoi qu'il arrive sur les séquences précédentes. Non, on doit pouvoir inclure les décisions des joueurs des séquences précédentes sur celles qui suivent. Donc c'est un script modulable, c'est pour ça que je dis bien qu'on ne scripte pas tout. Deuxième phase donc, pardonnez-moi si c'est un peu long, je vous avais prévenu, l'attaque des clans. Elle a lieu. Donc je l'ai dit, la situation de départ va être très différente en fonction des décisions des joueurs, je n'y reviens pas. Et donc le combat a lieu dans un contexte qui va dépendre de l'ensemble des décisions qui ont été prises précédemment. Et pourquoi il y avait un ensemble de décisions? Parce que la séquence précédente était ouverte et un minimum complexe, donc elle pouvait générer un ensemble différent de décisions, et donc ça élargit les possibilités, et donc la liberté des joueurs. Le combat se termine avec une finalité, qui est plus ou moins prévisible, il n'y a rien de scripté là-dedans, d'où le terme séquence ouverte, et après on voit est-ce qu'il y a des morts, est-ce qu'il y a des blessés, je n'en sais rien, en réalité rien n'est scripté à l'intérieur de cette séquence, à ce moment-là en tout cas. Troisième séquence et séquence finale de ce séquençage, l'arrivée au point B de destination, on a enfin traversé la forêt. Donc ça, ce sont 2 épisodes de la traversée de la forêt qui suffisent à marquer, à ponctuer cette traversée. Et une fois qu'on juge que les points ou les séquences d'intérêt sont terminées, on n'a pas d'utilité à rester dans cette forêt et à parler de la pluie et du beau temps, on peut, alors il y a eu d'autres trucs quand même, il y a quand même eu des discussions, etc., du roleplay, je vais vous passer ces détails-là, on n'est pas là-dessus, on arrive au point B de destination, qui est en l'occurrence une sorte de village plus au sein de la forêt. Disons que les joueurs veulent ou doivent négocier certains accords avec différents PNJ dans ce village, et ils ont plusieurs choix d'ailleurs, ils ne sont pas limités à un seul. Eh bien, en tentant de négocier avec l'un de ces PNJ, ils peuvent se rendre compte que ce PNJ avait des intérêts dans le chariot de contrebande qu'ils ont aidé à sauver, ou au contraire ont refusé d'aider. Ça veut dire que quelque chose est scripté à ce moment-là, dès qu'il parle à ce PNJ, moi je fais intervenir comme par hasard, oui comme par hasard à ce moment-là, les contrebandiers qui reviennent, potentiellement avec des morts si eux-mêmes ont été attaqués, et qui pointent du doigt les joueurs s'ils n'ont pas aidé. Conséquence, ce qui va rendre les négociations plus difficiles. A contrario, s'ils ont aidé, les négociations vont être plus favorables. Si les contrebandiers sont morts, ils ne vont pas intervenir. Donc cet aspect du script sera rayé, si j'ose dire. Donc en fonction des décisions, c'est pareil, les choses vont être différentes. Néanmoins, il y a quand même un script prévu en fonction de la manière dont les choses se sont déroulées. Parce que oui, il ne faut pas avoir peur parfois de faire intervenir des choses au moment narrativement opportun, tout simplement parce que c'est plus intéressant. Et si les joueurs décident de ne pas négocier avec ce PNJ et d'aller voir un autre, eh bien, tant pis, ça n'aura pas d'impact immédiat, mais peut-être que ça reviendra un peu plus tard d'une autre manière. Je ne sais pas. Dans un script, on ne sait pas forcément tout. Je le répète, on ne scripte pas tout. Si vous scriptez tout, là, on rentre dans un des pièges, et ça peut devenir néfaste, bien entendu.
Donc, dans une telle situation, et je vais en finir avec ce premier exemple, j'espère que les autres seront un poil plus courts, on a du script. Mais sans ce script, il n'y a rien pour les personnages pour prendre des décisions. Il n'y a que du vide, je l'ai dit tout à l'heure. C'est le vide, il n'y a pas de décision à prendre s'il n'y a rien. Donc il faut potentiellement scripter des éléments perturbateurs qui, quand ils vont s'additionner, vont étoffer et apporter une complexité tout en donnant d'ailleurs du rythme au jeu, ça c'est un élément fondamental dans le personnel et le viscéral et le cinématique. Et en retour, ça va étendre le champ des possibles pour les joueurs et donc permettre à leur agentivité ou à leur libre arbitre de s'exprimer pleinement et mieux que s'il n'y avait rien et aucun élément de script. Alors, qu'on s'entende et je termine là-dessus, ce séquençage n'est bien sûr pas souhaitable dans tous les cas, loin de là. Ce n'est pas parce que j'en parle que j'en fais une règle absolue, mais c'est un outil extrêmement utile dans des cas tels que celui que je viens de décrire. C'est particulièrement utile pour généraliser lorsque les joueurs ont choisi un axe, une destination, une grande tendance dans leur plan, et qu'on va rentrer dans la phase d'exécution. Et là, il n'y a plus de choix, jusqu'à ce que dans l'action, ces choix interviennent. Et donc pour que ça intervienne, eh bien le script est tout à fait souhaitable parce qu'il va complexifier ces décisions, je viens de le dire, je n'y reviens pas. Donc, pas dans tous les cas, mais il peut servir à amener de la matière aux joueurs pour faire exister cette agentivité. C'est une matière qui est en plus amenée de manière fluide parce qu'elle est scriptée. Si elle est complètement improvisée, elle sera peut-être un petit peu moins fluide, un peu moins efficace, un peu moins rythmée. Et il faut qu'elle soit dynamique et surtout très claire, en particulier lorsque cette phase, ce séquençage est aussi là pour exposer les joueurs à des connaissances d'une manière interactive et plaisante, pour justement leur permettre plus tard de prendre des décisions encore plus larges parce qu'ils auront acquis une nouvelle connaissance. Allez, je m'arrête là, pour ce point précis en tout cas. Deuxième exemple, qui sera un petit peu plus rapide, car il est un peu lié. C'est le fait de scripter des séquences d'action ou de combat. Mais je préfère le terme de séquence d'action parce que souvent, le combat, c'est quelque chose d'assez limité, alors que dans une scène d'action, qui peut comprendre du combat, il y a souvent d'autres choses à faire que simplement combattre. Et donc le terme séquence est plus propice au terme action. Bref, je ne rentre pas dans la sémantique, sinon je vais faire ce que j'ai dénoncé tout à l'heure. Et donc, scripter un combat et son déroulement, c'est mal. Parce que sinon, à quoi bon faire des jets de dés? À quoi bon demander aux joueurs ce qu'ils vont faire? Donc, point. Là, si vous scriptez le déroulement d'un combat, ça n'a pas de sens. Il y a toujours des exceptions, hein, mais de manière générale, c'est souvent pas une bonne chose. En revanche, une séquence d'action, comme, et je reprends un exemple que j'ai vécu bien entendu en tant que MJ, dans le cas de l'attaque d'un village que les joueurs vont participer à défendre, eh bien, une séquence telle que celle-ci va occuper un certain temps de jeu, d'où le terme séquence. Et là, ça peut être une excellente idée d'avoir des éléments de script. Alors, il faut que ce script soit macro, si j'ose dire, et pas micro, c'est-à-dire qu'on ne planifie pas exactement ce qui se passe à l'intérieur des séquences, mais on planifie les séquences. C'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire que même dans l'action ou le combat, on a des séquences que moi j'appelle ouvertes. C'est ce qui se passe à l'intérieur de ces séquences qui n'est pas scripté et qui va émerger en fonction des décisions des joueurs ou de leurs réussites et de leurs échecs, bien entendu. Donc diviser une telle séquence de combat en différentes phases, un peu comme le voyage, mais sauf que ça va être sur un court terme en général, c'est un excellent moyen de donner l'impression que l'action avance, progresse, et donc de donner du rythme. Ça va dynamiser, ça va même renouveler la situation, la séquence de combat ou d'action, en amenant de nouveaux éléments perturbateurs alors que le temps passe. Alors c'est des éléments qui peuvent être scriptés justement, c'est de ça dont on parle, comme par exemple des renforts ennemis qui vont arriver à un moment, que ce soit en phase 2, en phase 3, que sais-je, ou un bâtiment en flammes qui expose les gens qui sont prisonniers à l'intérieur, justement à la brûlure et peut-être même à la mort, et ça peut être même des réfugiés, des villageois qui sont réfugiés là pendant le combat. Ça peut être des tireurs embusqués sur les toits qui contribuent à tirer sur le cœur de la bataille. Et tout ça, ça complexifie la situation, ça l'ouvre, ça crée, pour reprendre un langage des PBTA, faisons leur honneur, cela crée des fronts sur une séquence, des fronts qui sont scriptés, parce que certains arrivent dans un temps donné, à un moment précis,
mais ça complexifie et ça va ouvrir le champ aux joueurs, ça va leur donner des décisions à prendre. C'est donc un script qui est vecteur d'agentivité, et est celle qu'on recherche bien souvent, ça va permettre d'étoffer. Comme je l'ai dit précédemment, la condition principale, c'est que tout ce qui va, surtout sur une séquence d'action d'ailleurs, tout ce qui va se produire sur une phase 1 par exemple, puisse avoir une incidence sur la phase 2, même si au niveau macro, la phase 2, elle est déjà prévue. Ça, c'est extrêmement important. Si la phase 2 se produit comme d'une seule et même manière, quel que soit ce qui se passe en phase 1, là c'est problématique et on est sur du mauvais script, un script qui est beaucoup trop contraint. Donc voilà, je pense que ça sert à rien de s'étendre plus sur cet aspect, il y avait quelques variables sur la partie séquence de combat, mais ça peut être très utile. Je vais peut-être vous mettre un exemple de ce combat-là que je suis en train de décrire avec ces différents fronts. Je mettrai le lien en description, c'est un combat qui a eu lieu, une séquence d'action qui a eu lieu sur ma campagne Le Ciel Ici-Bas. Donc je vous envoie le lien vers ma chaîne secondaire, exactement vers ce moment où le combat commence. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder, mais je vais vous donner toute une série d'exemples pour que vous voyez ce que ça donne en pratique. Ça permet d'illustrer le propos théorique que je donne ici. Allez, on avance sur un nouvel exemple. On essaie d'aller un petit peu plus vite. Et alors là, ça va être complètement différent puisqu'on va parler de scripter des interventions ou des phases de roleplay. Ah, alors attention, là, ça peut faire encore plus polémique. Et il est possible d'ailleurs que je développe ce point individuellement dans une vidéo dédiée. Je ne suis pas encore sûr. Si ce que je vais dire là suffit, je ne le ferai pas, mais peut-être que je développerai ça, j'approfondirai dans une vidéo dédiée. Mais on pense souvent que les phases de roleplay n'ont pas à être préparées parce que le roleplay, c'est un ensemble de dialogues et qu'on ne peut donc pas prédire ce qui va être dit dans les dialogues, surtout bien sûr lorsque les personnages joueurs sont présents, on ne peut pas anticiper ce qu'ils vont dire. On peut l'anticiper, mais en tout cas, on peut pas, on n'est pas devin, quoi. Et résultat, on a souvent des séquences de roleplay qui n'ont pas de rythme, qui s'étirent, qui sont un petit peu plates, qui sont lourdes, ou pire, et ça m'est arrivé souvent, on cherche quoi dire parce qu'il n'y a pas toujours matière à discussion. Oui, on sent que c'est une phase de roleplay, on nous ouvre la porte, mais on n'a pas grand-chose à se dire de concret à part parler de la pluie et du beau temps, et on arrive sur du roleplay d'inette. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur roleplay utile versus roleplay inutile, pour parler de tout ça. Alors, le but souvent c'est de développer les relations entre les personnages joueurs et les personnages non joueurs, mais si on n'a pas de matière, on ne va pas pouvoir le faire. Alors moi, quand je vois venir une phase de roleplay potentielle, attention, on ne la voit pas toujours venir, et quand on ne la voit pas venir, vous scriptez pas, c'est tout, pas de problème. Mais quand on prépare une session, ou que des joueurs nous ont laissé entendre qu'ils aimeraient bien pouvoir parler à tel personnage, on sent qu'il y a une phase de roleplay qui pourrait venir, où on sait qu'un temps calme va arriver, parce que justement, l'attaque du village a eu lieu, par exemple, et on va avoir une phase un petit peu funèbre où chacun récolte ses morts. On sait que ça va être un temps calme au sens de l'action, et on va pouvoir interagir, on sent venir la phase de roleplay. Donc cette phase, elle peut être ouverte, chacun va pouvoir choisir à qui il va parler, bien entendu, mais en plus de la remise de l'initiative entre les mains des personnages joueurs, moi j'aime prévoir et scripter ce que des PNJ vont initier. C'est-à-dire que les personnages joueurs, c'est bien, c'est génial qu'ils soient à l'initiative de roleplay parce qu'ils sont intéressés, ils ont envie de parler aux personnages, mais j'en reviens à cette histoire de monde vivant, cher aux tenants du bac à sable et à juste titre. Le monde n'est vivant que si justement tout n'est pas que à l'initiative des personnages joueurs. Parfois les PNJ ont aussi leurs attentions, ils ont aussi leurs évolutions, leurs aspirations, leurs sentiments, et donc eux-mêmes vont initier du roleplay. Et donc moi, pour que ce soit fluide, et pour que ce soit intéressant, et pour que ce soit impactant, j'aime y réfléchir, et j'aime décider quel PNJ va pouvoir initier un roleplay avec quel PJ, potentiellement au pluriel, et j'aime le prévoir. Ça ne veut pas dire que je prévois exactement ce qui va se dire. En général, je détermine quel PNJ va vouloir parler à quel PJ, pour faire simple, hein, et je scripte la première chose qu'il va lui dire. Qu'est-ce qui va initier la conversation? Et ça, c'est important parce qu'il faut que ce qu'il initie, ce personnage non-joueur, soit suffisamment intéressant et ouvert en même temps pour que ça génère un roleplay intéressant autour d'une matière efficace. Faut que ça inspire finalement le personnage joueur. Faut que ça ait de la valeur. Faut que ce soit du roleplay utile finalement. Et donc,
Moi, ce que j'aime faire, si j'ose dire mieux même, mais certains diront pire, c'est que dans une séquence ouverte de roleplay, j'aime bien prévoir l'ordre dans lequel ces interactions vont se produire. Ah, c'est pire que tout pour certains. J'aime dire, moi, demander au début de la phase aux joueurs à qui ils veulent parler, et c'est moi qui vais dire, bon, on va commencer par toi, parce que je sens ce qui va être le plus pertinent narrativement, qui va donner le plus de sens. Sauf si on me dit expressément, j'empêche tel personnage d'aller parler à celui-là et je commence. Bien entendu, je suis tout à fait ouvert à ça. Et ça vaut, dans cet ordre, pour les interactions suscitées par les PNJ. Je décide laquelle je vais traiter en premier. Et je me prévois un ordre comme ça. Je vais vous donner un court exemple, un peu théorique. Phase de roleplay commence. Numéro 1, c'est PNJ 1 qui va engager la conversation avec PJ 2. On s'en fout de leur nom en réalité. Ils vont se parler, on va le jouer. Lorsque je vois que cette discussion, elle se termine, ça sert à rien d'attendre pendant 15 plombes, ils ne sachent plus quoi se dire, je passe à la deuxième étape. PNJ 2, c'est encore un PNJ qui initie, engage la conversation avec PJ 1, donc un autre. Hop, et en plus ça permet de varier les joueurs, chacun a son roleplay. Ça permet aussi d'aller chercher des joueurs qui ont moins cet esprit d'initiative dans les phases roleplay pour que eux aussi puissent jouer et prendre plaisir là-dedans. 3. Phase ouverte. Là, j'ai personne qui initie quoi que ce soit, je dis à qui voulez-vous parler. Et là, les joueurs me disent ce qu'ils veulent faire. Tout le monde me dit d'ailleurs, comme je le disais précédemment, ce qu'ils veulent faire. Et là, je réétablis, j'improvise, pour le coup, là, on n'est plus dans le script, qui va parler en premier sur cette phase numéro 3. On fait les choses. Et phase numéro 4, et ce sera la fin de l'exemple ici, PNJ 3 engage la conversation avec PJ1, par exemple, et crée une forme de friction parce que là, il a décidé d'aller contre lui ou de ne pas être d'accord, et ça va créer un peu de friction. Et ça met fin, d'une certaine manière, à la phase de roleplay scriptée, si j'ose dire. On a alterné entre des choses initiées par les PNJ et des choses initiées par les PJ. C'était un exemple, ça aurait pu être complètement différent, ça aurait pu être d'abord la phase ouverte à qui vous voulez parler, et puis pendant la phase ouverte, avant de finir avec tout le monde, je coupe et je dis bah, tel PNJ initie avec toi, je ne dis pas comme ça, hein, bien entendu, et on entrecoupe comme ça, et on détermine un ordre qui va être narrativement intéressant. Ça n'a strictement aucun impact sur la liberté des joueurs, puisqu'ils décident ce qu'ils font, simplement ils se font aussi aborder. Et évidemment, si l'action d'un joueur, lors d'une phase de roleplay, peut avoir une influence et empêcher finalement l'interaction d'un autre qui était pourtant prévu, ben, encore une fois, on la raye et on n'est pas marié à son script. C'est un support, qu'on s'entende. Et on peut ensuite pouvoir le réutiliser, ça permet de comprendre un peu l'état d'esprit des PNJ au moment de cette phase roleplay. Et donc ça peut mettre fin à la phase de roleplay. Tout le monde a pu avoir ses propres initiatives, tout le monde a pu avoir du roleplay, et puis on a organisé cette phase de roleplay sans déterminer à la place des joueurs ce qui allait être dit. On n'a pas du tout cassé le libre arbitre, mais on l'a organisé. Et ça a une autre vertu, c'est que ça va permettre une fluidité, un déroulement de cette phase roleplay. Ça va donner du rythme, donc ça a un effet vertueux autre que simplement permettre une liberté ou simplement proposer une séquence. Ça va aller plus vite, ça va être fluide, et en général, c'est beaucoup plus plaisant si vous cherchez une expérience, encore une fois, narrative, personnelle et viscérale avec du rythme. Je vais vous renvoyer vers un exemple concret que je ne vais pas vous détailler. Je vais vous mettre le lien en description de cet exemple de phase roleplay organisée. C'est dans ma campagne actuelle, Le ciel ici-bas. Ça se passe dans une sorte de grotte, vous verrez bien de toute façon. Et c'est donc je vous mets le lien en description, hein. C'est une séquence de roleplay organisée, mais néanmoins libre, comme ce que je viens d'expliquer. Et d'ailleurs, cette séquence-là, elle aurait pu avoir lieu n'importe où. J'ai attendu qu'un temps calme émerge, parce que c'était lors d'une fuite en plus en forêt, donc c'était extrêmement rythmé, ils étaient poursuivis et tout ça. Et pour tout vous dire, je pensais même que ça arriverait plus tôt sur une phase de campement, et en fait, finalement, ça n'a pas eu lieu pour plein de raisons, et c'est arrivé plus tard, à cet endroit-là. Donc, lorsqu'il y avait un temps calme, je me suis dit, c'est le moment, l'action ralentissait un petit peu, et j'ai organisé ça, mais j'avais déjà prévu un petit peu l'ordre des choses. Je vous invite à aller écouter, je pense que ça va illustrer ce dont je viens de vous parler.
Allez, on avance sur l'avant-dernier, si je ne m'abuse, élément de script ou type de script qu'on peut avoir et qui peut être vertueux. Scripter des dialogues. Ouh, attention, là je sens qu'il y a certains poils qui se dressent. Ça vous fait frissonner à mon avis. Scripter des dialogues, c'est une hérésie. Alors, évidemment ça peut être une hérésie. Si on scripte des dialogues entre des PNJ et des PJ, là il y a un problème. On ne peut pas scripter normalement ce que vont dire des PJ. Moi je sais qu'il y en a qui blaguent beaucoup, et mes PJ sont les premiers en disant que je leur donne un script en avance. Évidemment c'est une blague, il ne faut pas faire ça. Dès que ce sont des dialogues qui impliquent des personnages joueurs, vous ne scriptez absolument rien. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les personnages, les joueurs eux-mêmes n'ont pas pu préparer ce qu'ils avaient envie de dire à un PNJ. Mais ça, c'est pas organisé par le maître du jeu. Si quelqu'un me dit « j'aimerais bien parler à tel personnage », et que pour que ce soit fluide, il se fait des petites notes sur ce qu'il va lui dire, aucun problème. D'ailleurs, c'est la liberté totale du joueur que de faire ça. Dans la vie réelle, vous pourriez très bien vous préparer un petit peu avant d'aller parler à quelqu'un, donc il n'y a aucun souci. Mais en tant que MJ, bien entendu, vous ne scriptez pas un dialogue avec des personnages joueurs. C'est une évidence, on ne va pas développer plus. En revanche, on peut totalement scripter un dialogue entre plusieurs PNJ, surtout si on veut montrer quelque chose de particulier. Par exemple, si y a une séquence d'infiltration et qu'un personnage joueur écoute aux portes, il pourrait obtenir des informations. Peut-être qu'on a pu anticiper ça, pour X ou Y raison, et avoir prévu un petit dialogue, un petit peu dynamique, un petit peu rapide, que le personnage joueur va entendre s'il réussit son jet d'écoute, par exemple. Ou ça peut même être un dialogue qui, au-delà de faire passer des informations, fait passer une certaine émotion pour montrer l'évolution d'une relation entre des PNJ. On en revient à cet aspect de monde vivant. Un monde est vivant, ça veut dire que des PNJ, entre eux, peuvent avoir des histoires. Et donc, un tel dialogue scripté peut avoir son intérêt. Et je vais même vous dire quelque chose. Je pense que justement, le script pour un dialogue entre PNJ, il est particulièrement indispensable. Alors on va me dire, oui mais c'est le pire parce que lorsqu'il y a un dialogue entre PNJ, le MJ il est tout seul et les joueurs ne jouent pas. C'est précisément pour cette raison que le script est très utile, parce qu'il ne faut pas que ce genre de dialogue dure trop longtemps. Ça doit vraiment être rapide parce que effectivement, les joueurs ne jouent pas dans ces cas-là. Et si ça dure 1 minute ou 2 minutes, et que c'est relativement rare, évidemment il ne faut pas le faire tout le temps, ça peut avoir un impact très important. Je vais vous donner un exemple dans un instant et même vous y renvoyer, un truc qui était très court, et j'ai eu de bons retours là-dessus, et ça peut donner des informations aux joueurs et faire passer une émotion, et justement il faut que ce soit efficace. Il faut que, en le moins de temps possible, on puisse transmettre ce qu'on a envie de transmettre, que ce soit de l'émotion ou de l'information. Et le fait de scripter va permettre cette efficacité, d'écrire entre guillemets le dialogue. Alors évidemment après, il faut être à l'aise avec le fait de déclamer ce dialogue ou de l'interpréter d'une manière qui semble naturelle. Il est vrai que si on lit un script et qu'on a du mal à faire autre chose que lire le script, au lieu de le dire ou de le jouer, ça peut faire un effet bizarre. Mais là, je ne suis pas là pour vous parler de la forme, mais plutôt du fond et de l'utilité de scripter. Je vous donne 2 exemples, donc, comme j'allais le dire. Une séquence sur ma campagne actuelle, Le ciel ici-bas. C'est assez récent. Un joueur avait décidé de parler à un PNJ. Et moi, je voulais montrer que, justement, c'était après l'attaque sur le village, que les relations entre certains PNJ se dégradaient. Ça reste à l'initiative du joueur. Il dit, je veux aller parler à ce PNJ. Et moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, bah, ce PNJ-là, il est justement en train d'avoir une engueulade avec d'autres PNJ. Et donc, c'est l'initiative du joueur qui fait que j'ai déclenché ce dialogue entre PNJ, un peu houleux et assez rapide, qui est scripté et que j'ai joué tout seul. Il a été déclenché, il a été court, intense, scripté bien entendu, mais ça a produit l'effet escompté. Je vous mets le lien en description si vous voulez écouter ça, et vous verrez que ça ne vous prendra pas beaucoup de temps parce que c'est rapide. Et puis j'ai eu un autre exemple, un peu plus délicat à mon avis, dans l'ancienne campagne Au nom des pères. C'est un flashback pour un personnage joueur, et c'est un dialogue entre 2 prêtres et le roi, dans la salle du trône. Et le joueur, il est là passivement, c'est un garde royal, et il entend. Mais c'était au tout début de la campagne, et ça allait donner des informations importantes, et je voulais le faire à travers le jeu, à travers le souvenir. Et donc là, il fallait que j'écrive, c'est un des rares fois où j'écris vraiment un dialogue, parce que c'est entre PNJ, pour que tout passe efficacement, que les informations soient ultra claires. Je veux pas que ce soit brouillon. Donc c'est très clair, c'est joué,
Cependant, lorsque la discussion se termine, je renvoie la balle aux joueurs, les deux prêtres quittent la salle du trône si je me souviens bien, et le roi se tourne vers son garde du corps, le joueur, et lui demande son avis sur ce qu'il vient d'entendre. Et donc il y a quand même du jeu pour le joueur à ce moment-là, même si c'est relativement bref, et le fait qu'il intervienne et qu'il donne son avis aide à cimenter l'information qu'il doit retenir dans son esprit parce qu'il intervient. L'exposition par l'interaction est toujours plus utile. Bon, je le répète, ça ne doit pas être fréquent non plus, hein, c'est juste un outil, mais ça peut être extrêmement utile. Enfin, dernier exemple, scripter un monologue. Ah, alors là, je crois que c'est le truc qui fait grincer le plus de temps dedans. J'ai lu une telle discussion récemment sur un Discord bien connu. Je voyais que beaucoup de gens étaient contre l'idée du monologue. Encore une fois, si c'est tout le temps, c'est vrai que c'est un problème. Moi, j'écris très peu de monologues, mais quand j'en écris, ça m'arrive, je vous expliquerai comment, ça peut avoir un vrai impact. Mais il faut que je vous en parle un petit peu, parce qu'il y a quelques subtilités, à mon avis, pour pas se planter. Ça m'arrive de préparer des monologues parce que j'imagine une scène intense et je me dis que ça va arriver un jour, ça arrivera quoi qu'il arrive. S'il y a un PNJ qui a des secrets, qui connaît des choses et qui va devoir peut-être raconter quelque chose. Donc, encore une fois, donner de l'information, mais en même temps, souvent, c'est pour faire passer une émotion. Il n'y a pas que de l'information. Et souvent, ça sera à l'initiative d'un joueur, encore une fois. C'est le joueur qui, par son questionnement, va déclencher un monologue potentiel d'un personnage non-joueur. Encore une fois, c'est assez rare. Hein. Dans mes campagnes, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, et on va souvent pas jusqu'à 5. Et là, il faut que ce soit fluide, et je ne sais pas en plus quand ça va émerger. Parce que souvent, comme je l'ai dit, ça dépend de ce qui est découvert par le joueur, c'est à l'initiative. Le monologue, il sort pas comme ça de nulle part, il sort organiquement, mais il faut qu'il soit prêt. Donc là, j'ai tendance à le préparer. Je m'imagine le monologue, je vous passe sur les détails d'ailleurs, il se trouve que souvent je dis même le monologue, ça me permet de l'écrire correctement, justement, j'ai tendance à l'improviser et ensuite à l'écrire. C'est assez étonnant d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe, je l'improvise, et si ça me plaît, je l'écris avec potentiellement quelques ajustements pour que ce soit plus efficace. J'essaye même parfois d'anticiper, n'y arrive pas toujours, les réactions des joueurs, ou du joueur qui va l'entendre, pour anticiper une réponse et que ce soit plus efficace. Évidemment, parfois, j'anticipe pas du tout ce qui va se passer, mais c'est pas grave, ça me crée de la matière et ça m'aidera à improviser le moment venu. Et ça peut produire, ces scènes imaginées, un effet formidable lorsque ça survient. Et je vous en donnerai un exemple après. En revanche, ces scènes-là, elles ne sont pas toujours jouées, comme je le laissais entendre, telles qu'elles ont été écrites. Évidemment parce qu'on ne peut pas tout prévoir, et notamment aussi parce que comme on ne sait pas quand elles vont survenir, il peut s'être passé énormément de choses qui, en toute logique, transformeraient le fond du monologue. S'il y a eu de nouvelles informations qui sont arrivées, de nouveaux événements, parfois un monologue tel qu'il était anticipé n'a plus de sens tel qu'il est. Donc moi, ça m'arrive, pour vraiment certains monologues clés, qui sont très rares, je le répète, d'ajuster au fur et à mesure que la campagne se déroule, le monologue, pour qu'il soit raccord avec ce qui s'est passé. Et encore une fois, je fais des ajustements jusqu'à ce qu'ils surviennent pour de vrais enjeux. Ça, c'est un élément important. Et au-delà de ça, au-delà même du script et du contenu du monologue, ça m'aide souvent à m'imprégner de l'esthétique et du personnage non-joueur tel qu'il est. Même si le monologue ne sort pas du tout comme ça, même s'il ne sort jamais, et croyez-moi, ça m'arrive d'avoir un monologue qui n'émerge pas. Je le répète, il ne faut pas être marié à sa préparation et à ses scripts. Eh bien, le fait de l'avoir imaginé, de m'être imprégné de ce monologue, ça m'aidera à jouer ce personnage, ou peut-être même à aller puiser dans certains éléments du monologue que j'avais préparé et les sortir comme il faut par rapport à la situation. Je vais même plus loin, ça m'arrive même d'écrire quelques phrases clés parce que je les trouve stylées, parce que je les trouve puissantes, impactantes, et je me les mets en gras pour que je puisse les faire émerger dans une conversation avec un personnage. Et souvent, bah oui, ça a un bon effet, mais encore une fois, encore faut-il pouvoir dire le monologue d'une manière qui n'est pas lire. Ça, c'est un autre problème, mais encore une fois, c'est la forme, alors que je suis en train de discuter du fond. Je vais vous envoyer, encore une fois, je vais mettre le lien en description vers un tel monologue qui a eu lieu dans ma campagne actuelle.
ça a eu un très bon effet sur la joueuse qui était directement concernée. J'ai eu un commentaire très positif d'un joueur qui n'était pas du tout concerné par la scène mais qui était en écoute. Et de la même manière, un commentaire d'un auditeur de l'Actual Play. Je suis pas en train de dire « Ah, c'est génial, tout le monde m'a dit que c'était un super truc ». C'est pas pour ça que je vous le dis. C'est pour vous montrer que oui, un monologue écrit peut avoir un impact très fort s'il est bien choisi et bien entendu si on n'est pas marié et qu'on veut absolument faire rentrer des carrés dans des ronds alors qu'il n'a plus lieu d'être. Il faut savoir s'en séparer s'il ne doit jamais intervenir et c'est vrai pour absolument tous les éléments de script dont on vient de discuter. C'est la condition ultime. Nous ne sommes pas mariés à ça, même s'ils peuvent être très utiles. En conclusion de cette vidéo, peut-être un peu trop longue, mais je trouvais que c'était vraiment important. J'espère avoir été extrêmement clair. Le script, de manière générale, c'est un gage de fluidité, de rythme, et c'est un propulseur qui va permettre d'étendre le fameux libre arbitre ou l'agentivité des joueurs. Du moment que ce script remplit donc les conditions suivantes, ne remplace pas les conséquences des choix des personnages, ça c'est excessivement important, qu'on puisse, comme je viens de le dire, s'en départir si ce script n'a plus de sens à un instant T, et qu'on puisse intégrer de manière flottante les éléments scriptés pour qu'ils soient de préférence, pas forcément obligatoirement, mais déclenchés par l'action d'un joueur. Voilà, je pense que ça sera tout. J'espère encore une fois que j'ai été clair, que ça vous aura intéressé, ça vous aura inspiré. Évidemment, ce sont des outils, ça ne veut pas dire que c'est vrai tout le temps, ça ne veut pas dire que tout doit être scripté, il ne faut pas caricaturer le propos, mais n'hésitez pas à puiser dans le script, je pense vraiment que ça peut améliorer certains aspects de la partie, fluidifier et, oui, je le soutiens, donner beaucoup plus de liberté aux joueurs en ouvrant le champ des possibles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à venir prolonger la discussion sur le Discord, lien en description, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Les Stats JDR. Salut à tous!